Bonjour, bienvenue au magasin botanique d'Orléans, en ce petit live qui va parler d'éco-jardinage. Donc je me présente, je m'appelle Munoz Alexandre, je suis vendeur confirmé à Botanique Orléans, on va vous le dire. Donc on va commencer, c'est un très vague sujet. Donc l'éco-jardinage, c'est très grand. Donc on va essayer de faire un maximum dans le temps qui nous est autorisé d'utiliser, donc environ 1 heure. Donc pour commencer, on a toujours un petit peu de monde. Donc pour commencer, on va essayer de savoir ce que c'est que l'éco-jardinage. En fait, l'éco-jardinage, c'est observer son jardin avant de faire quoi que ce soit. En fait, ça sert à rien d'aller contre la nature. Le but, c'est de travailler avec. Donc, quand vous allez commencer à travailler dans l'éco-jardinage, vous allez commencer par regarder votre sol. Le sol, c'est le plus important. Donc, ça va être de l'observation. Déjà, vous allez pouvoir observer votre sol visuellement. Donc, vous allez pouvoir vous en approcher, vous allez pouvoir le toucher. Vous avez différents tests pour connaître la nature de votre sol. Donc, vous avez des tests très basiques. Donc, vous avez ce qu'on appelle le test du boudin. Donc, vous allez prendre un morceau de terre, vous allez creuser jusqu'à 10 cm environ. Vous allez retirer un morceau de terre, vous le prenez dans votre main, vous le serrez relativement fort, et si vous le lâchez et que la forme se maintient, vous avez un sol plus ou moins argileux. S'il se défait, vous avez un sol sableux. C'est le test basique que vous allez pouvoir faire pour déterminer vraiment la nature basique de votre sol. Ensuite, vous allez avoir d'autres tests qui vont pouvoir être faits, notamment pour déterminer la nature chimique de votre sol. La nature chimique, vous allez pouvoir la faire en utilisant soit des petits tests de pH, donc ils vont savoir si vous avez un sol acide ou basique, ou alors après vous avez des analyses complètes. Donc ça, ce sont des analyses que Botanique est la seule à proposer d'ailleurs. Donc c'est une analyse ultra complète, la plus complète que vous allez pouvoir trouver sur le marché actuellement. Et en plus de ça, le laboratoire qui se charge de l'analyse va vous donner absolument toutes les solutions pour améliorer la nature de votre sol s'il n'est pas bon. Donc, bien connaître votre sol, c'est la première étape. Donc, une fois que vous avez bien étudié votre sol, une fois que vous connaissez tout ce que vous avez à savoir sur votre sol, vous allez pouvoir commencer à envisager de mettre des plantes dedans. Donc, une plante adaptée à son sol, c'est déjà une plante qui n'aura pas de problème. Par exemple, on n'aura pas l'idée de mettre une plante de terre de bruyère dans un sol calcaire. Si vous avez un sol basique, très dur, vous n'allez pas y mettre un rhododendron ou une azalée ou un hortensia. Ça ira pas du tout. Donc, bien connaître son sol, c'est déjà permettre à sa plante d'être belle à l'avenir. Par exemple, un gazon va apprécier les sols légèrement calcaires, donc légèrement durs. Le calcium est important pour la plupart des plantes. Donc, pour tout ce qui est pour améliorer son sol, pour éventuellement après bien le travailler. En fait, bien travailler son sol, déjà, c'est éviter de le tuer. Un sol est vivant. Dedans, dans les 20-30 premières centimètres de couche de terre, vous avez toute une faune. Ce qu'on appelle la micro, méso et macrofaune. Donc en fait, ce sont des tout petits organismes, donc des microbes, des petits insectes, plein d'invertébrés différents qui vont vous permettre d'avoir un sol riche. Des années de maltraitance ont eu tendance à éliminer cette microfaune qui est très utile au jardin. Donc pour la renouveler et la maintenir, il y a des bons gestes à faire qui vont être vraiment la base de l'éco-jardinage. Donc déjà, la première chose à faire, évitez de retourner votre sol. Retourner son sol est une hérésie. Donc clairement, retourner son sol, vous allez exposer à l'air et la lumière toute une faune qui n'est pas faite pour ça. Vous allez vraiment tuer votre sol. Pour ne pas retourner son sol, vous avez deux outils qui sont parfaitement adaptés à ça. Vous allez avoir un outil phare que tout le monde doit connaître, c'est la fourche écologique. Donc la fourche écologique, va vous permettre de décompacter votre sol, de le rendre meuble, sans avoir à le retourner. Donc c'est relativement pratique. En plus de ça, c'est un outil qui va vous permettre
toujours dans l'éco-jardinage, parce qu'on a éco, vous économisez. Parce que mine de rien, vous utilisez vos 2 bras, c'est vos épaules qui travaillent, pas votre dos. Donc du coup, vous allez pouvoir travailler tout en restant en bonne santé. Le deuxième outil qui va vous permettre de bien travailler votre sol, mais cette fois-ci plus en surface, c'est la griffe écologique. La griffe écologique, elle va vous permettre de bien mélanger les amendements, donc on va y venir, qui vont vous permettre d'améliorer votre sol. Donc ça aussi, c'est un outil qui est très pratique et facile à utiliser et qui va vous permettre vraiment de travailler dans le détail entre les massifs et qui peut même vous aider à désherber. Donc voilà. Maintenant qu'on a vu comment travailler son sol sans l'esquinter, on va voir comment l'entretenir et lui permettre de développer sa faune, sa microfaune et de bien nourrir vos plantes. Alors pour ça, vous avez différentes solutions. Vous allez avoir les amendements. Alors les amendements, le plus connu, c'est les fumiers. Donc vous avez le fumier lombricomposté, vous avez le fumier de mouton, le fumier de cheval. Tous ces fumiers-là, ce sont des amendements. Alors, quelle est la différence entre un amendement et un engrais? Un engrais ne va ne faire que nourrir la plante. Un amendement, il va modifier la structure physique et chimique du sol, tout en nourrissant la plante. C'est bien plus complet. Donc les amendements, par contre, sont à utiliser avec parcimonie, parce qu'en surdose, ils peuvent tuer les plantes. Il faut le savoir, ça peut griller les racines. Donc les amendements, vous en avez plein. Vous pouvez les utiliser à plusieurs périodes de la saison. Vous avez un des amendements les plus connus, c'est l'or brun. Donc l'or brun, il a plusieurs utilisations. Donc là, j'en ai pas à vous montrer. Mais l'or brun, vous pouvez le mettre par arrosage, en le diluant dans 10 litres d'eau. Donc pour les tomates, ça fait merveille. Vous pouvez aussi l'épandre en automne sur terre nue. Vous en mettez 1 kg au mètre carré, vous laissez reposer. Et vous avez au printemps, vous avez un terrain qui sera parfaitement renourri, revitalisé. Tous les amendements ont particularité d'être très riches en matière vivante, en vie microbienne. Et du coup, ça vous permet de vraiment renourrir votre sol. Les engrais vont servir, eux, de façon sporadique. Donc ça va être uniquement de mars à octobre. Donc ça, en fonction des engrais, si vous prenez un engrais liquide ou un engrais en granule, vous n'aurez pas du tout les mêmes fréquences. Un engrais en granule va se renouveler tous les 2 à 3 mois. Un engrais en liquide, en général, il faudra en mettre beaucoup plus souvent, en général tous les 2 arrosages. Les engrais sont très importants parce qu'une plante, quand elle se nourrit au sol, elle l'épuise. Il faut le savoir. Beaucoup de personnes pensent que de mettre de l'engrais, ce n'est pas nécessaire. Mais si, en fait. Ce ne sera peut-être pas nécessaire au milieu naturel, mais dans nos jardins, c'est obligatoire. La plante arrive très vite à court d'éléments nutritifs. Si vous ne leur en apportez pas régulièrement, elle ne fleurira pas autant ou ne donnera pas autant de fruits ou de légumes qu'elle pourrait le faire. Pareil, les engrais ne doivent surtout pas être surdosés, ça ne sert à rien. C'est un légume, c'est une juste proportion, enfin un légume, une carotte, une courgette, c'est une juste proportion de différents éléments que la plante va pomper dans le sol. Si vous en mettez trop, vous aurez ce qu'on appelle des légumes obèses. C'est des légumes pleins d'air et pleins d'eau, qui ne seront pas très très bons. Voilà. Donc en fait, ce que vous pouvez faire aussi pour améliorer votre sol, et ça c'est quelque chose qui va rentrer dans une démarche écologique plus large, c'est le compostage. Le compostage, vous allez avoir différentes façons. Le compostage, vous allez pouvoir le faire via des composteurs, donc de plus ou moins petite taille. En général, on compte 100 litres de compost pour 100 mètres carrés de terrain. Donc un compost réussi, c'est un juste équilibre entre ce qu'on appelle la matière sèche et la matière humide. Donc la matière humide, ça va être le gazon. En général, c'est tout ce qui est vert. Donc le gazon qui n'a pas encore séché, ça va être les éléments que vous avez de la cuisine, tout ce qui va être épluchure,
et tout ça. Et vous avez après les éléments secs, donc ça va être tout le bois mort, ça va être les cartonnettes de boîte à œufs, ça va être les rouleaux de papier toilette. Tout ça, ça peut être composté et ça doit être mis dans le compost de façon plus ou moins équilibrée. À ça, vous allez venir aussi ajouter vous allez venir aérer votre compost en général une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine si vous pouvez le faire. On a une question. Est-ce que l'engrais doit se mettre autour et non collé sur le tronc? Alors pour les engrais et les amendements, il vaut mieux laisser environ entre 10 et 15 cm de libre autour du tronc. Tout simplement pour éviter que, alors, notamment si la plante est greffée, on peut risquer un problème au collet. Voilà. Donc pour les composteurs, comme je vous ai dit, en fait, ça va être à vous aussi de venir remuer votre compost. Et ce que vous pouvez faire, s'il a du mal à démarrer ou s'il a un coup de mou, c'est de venir lui mettre un activateur de compost. L'activateur de compost, vous pouvez, par exemple, ce petit seau de 3 kg, vous pouvez l'utiliser en 2 fois, une pour démarrer et une au milieu pour l'aider à se booster. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un composteur, tout simplement parce que vous avez une petite parcelle de terrain, vous avez toujours la possibilité d'opter pour ce qu'on appelle un composteur de maison ou un composteur bokashi. Donc c'est un terme barbare pour un petit composteur qui a c'est un système d'utilisation très simple. Il va fonctionner avec un système de riz fermenté. Donc en fait, vous allez mettre vous allez mettre une couche de riz, vous allez mettre vos épluchures. Par contre, c'est vrai que tout ce qui va être du jardin ne va pas rentrer là-dedans. Ça va être essentiellement vos déchets alimentaires. Vous allez mettre une partie de l'activateur. Vous allez remplir de votre composteur avec vos déchets ménagers. Et vous remettez l'activateur. Vous allez fermer. Vous allez obtenir un jus de compost, un thé de compost exactement, qui est un engrais extrêmement puissant. Donc il faudra diluer 10 fois. Donc pour 1 litre de thé de compost, il faudra 10 litres d'eau pour le diluer, pour vous donner une idée. Et au bout de 2 semaines, vous allez obtenir, alors pas un compost, vous allez obtenir ce qu'on appelle un digesta, qui sera totalement utilisable au pied des plantes et qui fait un super engrais. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de place chez eux. En plus, ça n'a strictement aucune odeur. Donc ça peut avoir sa place dans la cuisine. Voilà, pour ce qui est du compostage. Donc, maintenant qu'on a vu comment enrichir son sol, faire soi-même ses amendements et ses engrais, donc on va voir aussi comment soigner sa plante sans avoir recours à des pesticides ou à quoi que ce soit d'autre. En fait, une plante, en elle-même, si elle est en bonne santé, elle est capable de se défendre contre beaucoup d'agressions. Donc une plante en bonne santé ne tombera moins malade qu'une plante qui n'est pas à sa place dans son environnement. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous mettez un hortensia dans un sol calcaire, il va très vite développer des maladies, des chloroses, et il mourra relativement rapidement. Donc une plante en bonne santé, c'est une plante plus robuste. Donc pour qu'une plante soit en bonne santé, on a vu, fallait qu'elle ait un sol riche, il faut la nourrir, et en fait, en cas de problème, vous pouvez agir assez simplement pour éviter qu'elle ait affaire à des ravageurs. Donc les ravageurs, qu'est-ce que c'est? Ça va être les insectes, les champignons et certaines autres maladies. Donc pour protéger les plantes, notamment des insectes, vous allez avoir ce qu'on appelle des plantes compagnes. Donc c'est des petites plantes qui ont une utilité au jardin, qui ont plus souvent un effet répulsif, ou alors comme certaines, comme la capucine, qui vont avoir un effet attractif, donc on va planter un peu à part, et qui vont permettre aux pucerons d'aller voir ailleurs. Donc là par exemple en petite plante, alors là il la met nématifuge, mais elle est aussi répulsive contre les pucerons. On va avoir les tagettes qui sont de la famille des œillets. Donc ça c'est une petite plante à avoir dans son potager, c'est très très utile. Hop. Vous allez avoir aussi, oui. Alors j'ai une question de Marion. La cicadelle, que faire contre son invasion? Alors la cicadelle, c'est pas vraiment évident. Alors avec des solutions naturelles, c'est pas forcément évident. Vous allez avoir les purins, notamment le purin de fougère, qui va fonctionner très 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 bien. Donc contre ce genre d'insectes. Alors la cicadelle, il y en a plusieurs espèces.
en général, sauf si c'est une énorme invasion, c'est pas c'est pas un animal qui va causer de gros dégâts. C'est un peu comme le puceron. Après, je ne sais pas sur quelle plante c'est exactement. Je sais pas, à la fois. Non. Donc oui, mais là malheureusement pour la cicadelle, mis à part certains traitements, et là je vous conseille plus d'aller voir directement au magasin, ça va pas forcément être facile de s'en débarrasser avec des méthodes naturelles. Enfin, de biojardinage du moins. Du temps. Hein? Du temps. Ouais. Donc si vous avez le purin d'ail aussi qui fonctionne très bien, je suis en train d'y penser, qui est un excellent répulsif. Donc on en était où? Donc du coup, oui, alors on en était sur les plantes compagnes, voilà c'est ça. Vous en avez une qui est très 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 connue aussi qui s'appelle la tanésie. Donc le purin de tanésie aussi peut être, c'est un excellent insecticide, un excellent insectifuge. Donc moins que la fougère, mais il fera très très bien effet. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle la lutte intégrée. Donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle les auxiliaires de culture. Alors les auxiliaires de culture, le porte-flamme de l'auxiliaire de culture, c'est la coccinelle. Donc tout le monde le connaît, tout le monde sait que la larve de coccinelle c'est un dévoreur de pucerons. Donc c'est des petites, quand vous avez des grosses invasions de pucerons, vous pouvez faire appel à la coccinelle, mais vous avez plus efficace. Donc vous avez la larve de chrysope. La larve de chrysope, son petit nom vernaculaire, c'est la larve crocodile. C'est parce qu'en fait la larve de coccinelle tue environ 30 pucerons, faut le savoir. La larve de chrysope, elle en tuera 300. Donc c'est une barbare. Elle tue tout ce qu'elle croise, donc il n'y a pas de souci. Elle est très efficace, elle est moins mignonne. L'adulte est assez peu connu, on le connaît tous, on l'a tous vu. Hein. Mais on ne sait pas que sa larve est vraiment redoutable pour tout ce qui va être puceron, mais pas que. Ça va tuer aussi les cochenilles, les trips, ça peut tuer à peu près tous les ravageurs, les acariens, tout ce qu'elle peut croiser et manger sur une plante, elle le fera. Contre d'autres ennemis, donc des plantes, vous avez les nématodes. Alors les nématodes, eux, vont être spécialisés dans tout ce qui va être vers blanc. Donc les larves de hanneton, les larves d'ossurinque, qui font énormément de dégâts ces derniers temps. Donc en fait, ces larves-là, alors une plante en bonne santé, il faut le savoir, elle est capable d'appeler à l'aide. Quand elle se fait attaquer, elle est capable elle envoie des messages dans le sol, des messages chimiques qui peuvent faire venir des nématodes. Dans nos terrains où malheureusement des années de maltraitance ont tué la plupart des nématodes, il va falloir lui apporter de façon artificielle. Donc en fait, ces petits nématodes, ils fonctionnent très bien. En 48 heures, ils ont pratiquement contaminé tout ce qui se trouvait dans le sol, qui est en termes de larves blanches. Et même s'ils vous mettent que ça traite jusqu'à 50 mètres carrés, il faut vous dire que chaque larve d'ossurinque ou d'hanneton en place, contaminée, est un nouveau foyer pour que les nématodes se répandent. Donc vous pouvez être tranquille bien plus longtemps que ce qui est indiqué sur la boîte. J'ai une question aussi de Élise Papon. Que faire contre les cochenilles farineuses? Alors pour les cochenilles farineuses, il y a plusieurs solutions. Alors la cochenille farineuse, sans faire appel à des pesticides même bio, vous avez une petite coccinelle australienne qui fonctionne très bien aussi en termes d'auxiliaire de culture. Donc par contre, si c'est en intérieur, il faudra accepter d'avoir une autre petite bestiole qui se balade. Ensuite, vous avez tout ce qui est traitement à base d'huile qui fonctionne bien. Donc ça les asphyxie par effet mécanique. Voilà. Donc malheureusement, après, il existe d'autres molécules, mais là, si je vous conseille, c'est d'aller voir en magasin ou alors de téléphoner ou de voir avec l'appli botanique sur les aides et conseils en cadeau pour les ravageurs. Une autre question. Est-ce qu'on peut utiliser les nématodes pour les plantes intérieures? On peut utiliser les nématodes pour les plantes intérieures, notamment pour une petite bestiole qui nous embête beaucoup, c'est la mouche du terreau. Le petit moucheron du terreau là qui s'envole et qui fait des nuées chez nous. On peut utiliser les nématodes pour tuer les larves. Et après, on peut les tuer. Par exemple, si vous avez en intérieur, on peut avoir des vers blancs dans les plantes d'intérieur. Tout simplement, si vous les faites sortir l'été. Il y a beaucoup de gens qui font sortir leur ficus l'été pour le mettre dehors et qui profitent du soleil. Bah, malheureusement, vous l'exposez à des ponts de hannetons
ou même au passage d'un ossurynque. Donc l'ossurynque est celui qui va nous faire cette petite larve là, qu'on appelle le poinçonneur. On le reconnaît assez facilement en fait quand il attaque. La feuille est vraiment morcelée juste sur les côtés, ce qui lui vaut le nom de charançon poinçonneur. Voilà. Donc ces petits insectes-là, notamment la chrysope et la coccinelle, vous pouvez les importer au jardin, mais vous pouvez aussi essayer de faire en sorte de les conserver. Alors pour les conserver, c'est très simple. Vous avez ce qu'on appelle les hôtels à insectes. Alors les hôtels à insectes, pour les plus bricoleurs d'entre vous, c'est assez facile à faire. Pour les autres, vous en avez qui existent déjà tout faits, donc qui sont plutôt complets. Donc vous avez celui la fente au milieu, c'est l'abri à papillons. Donc là c'est plus pour pollinisateurs. Et ensuite le reste, ça va vraiment être assez polyvalent. Tous les insectes peuvent venir s'y loger. Exposez-le plutôt à l'est, histoire qu'il soit vraiment exposé aux premiers rayons du soleil. Beaucoup d'insectes, notamment les guêpes, parce que toutes les guêpes ne sont pas nocives, vous avez des guêpes chasseresses. Vous avez les guêpes, les abeilles, en fait, se chauffent se chauffent le matin au soleil, et en fait, il faut vraiment qu'ils soient vraiment exposés au soleil, premier soleil du matin, pour qu'ils puissent se mettre au travail plus vite, les insectes puissent se mettre au travail plus vite. Donc voilà. Donc pour ce qui est des abris à insectes, je vous conseille vraiment au moins d'en avoir un si vous avez un jardin. Ça peut vraiment, en fait, ça peut mettre du temps à se remplir. Visuellement, vous n'allez peut-être pas voir tout de suite les insectes, mais vous êtes sûr que vous en avez toujours qui vont se mettre dedans. Toujours. Donc on a des auxiliaires de culture insoupçonnés. Vous connaissez tous les faucheux ou les opilions. Ils se nourrissent essentiellement de pucerons. Vous avez le forcipule, le pince-oreille. Le pince-oreille, même si parfois il peut manger des jeunes racines, il va aussi beaucoup manger de pucerons. Donc ces animaux-là, en général, on est plutôt content de les avoir au jardin. Pareil, dans votre jardin, ne faites pas en sorte que tout soit trop clean. Laissez toujours un coin un petit peu sauvage, sur lequel vous pouvez entasser des pierres, vous pouvez mettre des cailloux, vous pouvez mettre des morceaux de bois. Tout ça pour permettre aux hérissons, aux crapauds. Vous avez, qu'est-ce que vous avez d'autre? Les chauves-souris qui peuvent venir se mettre à l'abri dans ces zones-là. Et forcément pour manger les escargots, manger les limaces, vous avez énormément d'auxiliaires de culture. Pareil, quand vous faites des haies, privilégiez des haies qui peuvent nourrir les oiseaux. Parce que notamment pour la pyrale du buis, attirer les oiseaux, ça peut être sympa, parce que la pyrale du buis est extrêmement convoitée par la mésange. Donc la mésange mange beaucoup de pyrale de buis. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Pareil, hein, l'installation d'un petit point d'eau, alors pas forcément d'une mare qui fait des 2000 mètres cubes, vous pouvez installer une toute petite mare. Une toute petite mare va augmenter la biodiversité dans votre jardin, et puis du coup apporter énormément d'auxiliaires de culture. La libellule est un carnivore féroce. Elle ne va pas hésiter à tuer énormément de bestioles qui vous embêtent au jardin. Les grenouilles, pareil. Donc voilà, pour tout ce qui va être la lutte avec les insectes, c'est pas forcément que les produits que vous allez apporter, c'est tout ce que vous allez faire autour dans votre jardin pour les faire venir et les conserver surtout. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer sur le désherbage. Parce que vous n'avez pas forcément que les insectes qui peuvent embêter une plante, vous avez certaines mauvaises herbes. Alors le terme mauvaise herbe, c'est des herbes qui ne sont pas à leur place. En fait, ces plantes-là peuvent s'avérer un peu embêtantes, notamment le liseron, que tout le monde connaît, qui peut étouffer ou abîmer une plante. Vous avez le lierre, vous avez toutes ces plantes-là. Donc bien les gérer, ça peut se faire assez facilement. Par contre, ça va demander un peu plus de travail. Donc pour retirer des petites plantes dans un jardin, vous avez différents outils. Donc vous avez cet outil-là qui a été vu plusieurs fois à la télé, hein. Donc qui va attraper la racine et éviter notamment de casser la racine, donc qui va permettre vraiment de retirer entièrement la racine et d'éviter que la plante repousse. Donc ça fonctionne très bien sur les pissenlits et sur à peu près toutes les plantes dites en rosette, c'est-à-dire qui font les feuilles plates posées au sol. Donc ça, mécaniquement, ça fonctionne très bien. Il y a un petit coup de main à prendre, parce que les premières racines, vous allez les casser. Mais une fois que le coup de main est pris, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir après, alors plus pour ce qui va être
de l'allée terrasse. Dans les allées, vous allez avoir les brûleurs. Alors les brûleurs, vous en avez deux grands types. Vous avez les gaz et vous avez les électriques. Donc le système est le même, hein, c'est simplement l'alimentation qui va changer. Donc là vous montez à 600 degrés, là vous montez à 1200. 600 degrés c'est largement suffisant. Et là oui, en fait, vous allez venir faire exploser les cellules de la plante. En fait. Vous l'exposez à une température brève, donc 1200 degrés avec un thermique. 1200 degrés, 3 secondes au-dessus de la plante, elle ne repoussera pas. Jusqu'à la racine, c'est fini. Donc, par contre, le petit effet négatif de genre de désherbage, c'est que la chaleur environnante, enfin négatif et positif, c'est que la chaleur environnante va forcer la germination des graines autour. Donc en fait, il faudra faire un deuxième passage pour être tranquille. Hop. Voilà. Donc on a vu les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, vous avez d'autres solutions pour les éliminer. Donc c'est à la plantation d'une haie ou de votre potager, ça va être d'installer ce qu'on appelle des paillages. Alors les paillages, donc les paillages, hop. Les paillages, vous en avez différents types. Vous allez avoir des paillages organiques, vous allez avoir des paillages synthétiques. Donc les paillages, c'est vraiment la base au jardin. Les paillages, ils vont avoir différents effets qui sont vraiment essentiels. Ils vont nourrir la plante, ils vont protéger la faune du sol, ils vont éviter que l'eau s'évapore trop vite, et ils vont aussi limiter, voire stopper la mousse des mauvaises herbes en fonction de leur nature. Donc vous avez différents types de paillage. Donc vous avez la bâche dite de paillage, qui est très, très connue. Hein. C'est idéal pour tout ce qui va être haie ou plantation pérenne, donc que vous allez garder d'année en année. Donc facile à installer. Ça laisse passer l'eau dans un sens. Que dire de plus? C'est vraiment un produit nickel. Ça, je ne peux que vous le conseiller. En paillage qui n'est pas périn, vous allez avoir le biofib. Donc c'est de la technologie celui-là. C'est une matière biodégradable qui a une durée de vie programmée d'environ 4 ans. Donc vous avez un paillage qui peut éventuellement durer 4 ans. Ça peut être pas mal pour des cultures potagères qui ont une durée de vie un peu plus longue, ou alors pour des plantes bisannuelles ou autres massifs qui du coup ne sera pas périn. En grand classique, vous avez la paille. Donc très utile au potager et en hiver pour protéger du froid. Et vous allez avoir le paille de chanvre. Donc le paille de chanvre, c'est vraiment ultra polyvalent. Vous pouvez l'utiliser partout, pour n'importe quoi, pour le potager, pour les massifs. C'est une toute petite plaquette, hein, c'est vraiment tout petit. On peut s'imaginer que ça va partir au vent, mais pas du tout. Une fois que c'est posé au sol, ça ne bouge plus. Ça, c'est vraiment nickel. Vous en mettez une certaine épaisseur, entre 2 à 3 cm. Ça va largement suffire pour le paillage. Ça a aussi une particularité, c'est que par exemple, notamment pour les fraises, quand une fraise touche le paillage, elle ne pourrit pas. Elle pourrira moins vite que si elle touchait le sol. Donc là, on est vraiment sur un paillage vraiment top. Le petit défaut de ce paillage-là, c'est qu'il empêche le sol de se réchauffer et de perdre son eau l'été. Par contre, en hiver, il va empêcher le sol de se réchauffer, au printemps notamment. Donc c'est bien de l'écarter au printemps ou alors de le mélanger à la terre. Donc sinon, vous avez des toiles de paillage, pareil, hop, en chanvre, mais en rouleau. Donc c'est le même système, c'est biodégradable. Donc, et ça fait très très bien le boulot. En plus, pour certains insectes qui sont incapables notamment la mouche de la carotte, qui pond au pied de la plante, si vous mettez ce genre de paillage, la mouche se retrouve bien embêtée parce qu'elle ne peut pas pondre au pied de la carotte ou au pied de son légume préféré. Hop. Donc les paillages vont aussi faire une bonne protection l'hiver. Il ne faut pas hésiter à en mettre une certaine quantité pour bien protéger le sol l'hiver.
Le paillis de chanvre et la paille ont une petite particularité quand vous allez le mettre, c'est ils vont provoquer ce qu'on appelle une fin d'azote. Ils vont siphonner l'azote du sol. Donc c'est temporaire. Donc ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est compenser par une légère prise d'engrais. Donc ça va éviter que les tomates, par exemple, peinent le temps que la fin d'azote se passe. Donc c'est rien de grave. Pareil quand vous utilisez de l'herbe séchée. Alors la tonte, si vous l'utilisez directement, verte, elle est très riche en azote. Il faut en mettre relativement peu, parce que vous risqueriez d'abîmer vos plantes. Si vous la faites sécher, donc vous allez pouvoir l'utiliser, mais pareil, elle aura le même effet que le paillis de chanvre et la paille, elle va générer ce qu'on appelle une fin d'azote. Donc il faudra prévoir une prise d'engrais pour que les plantes puissent encaisser. Bon, sinon c'est très simple. Donc le principal attrait des paillis et des bâches de paillage, ça va être aussi de mieux gérer l'eau au jardin. Donc mieux gérer l'eau, ça se passe par plein de choses différentes. Donc là, j'en ai pas à vous montrer, mais vous avez aussi ce qu'on appelle les zoyas. Les zoyas, c'est un excellent système de récupération d'eau, enfin de récupération, on va dire d'arrosage. Vous en avez deux types, à planter et à enterrer. Donc à planter, ça fait une espèce de petit cône avec une réserve. C'est des espèces de petits pots avec une porosité maîtrisée. Donc en fait, et ça va permettre d'irriguer une zone plus ou moins grande en fonction de la taille de l'oya, et de façon relativement millimétrée en fait. C'est la plante qui va directement lancer des racines autour de cette bonbonne de pierre, enfin de terre cuite, et se servir elle-même. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le deuxième gros système d'arrosage, enfin de récupération d'eau, ça va être la cuve. Ça va être la cuve de récupération. Donc ça c'est des systèmes qui sont très connus, hein. Donc qui peuvent aller jusqu'à 1000 litres, donc qui commencent en 250 jusqu'à 1000 litres. C'est un système très simple qui vient se brancher alors soit sur une gouttière, soit carrément sur une arrivée de toit. Vous en avez différents modèles, donc après c'est juste esthétique et c'est la taille qui va changer. Donc ce sont des systèmes que je conseille, si vous avez la place d'en mettre, je vous le conseille vraiment de tout cœur. Vous avez, alors ces systèmes-là, en général sont livrés déjà pratiquement tout équipés, vous n'avez plus qu'à le mettre en place. Donc sinon ça va être vraiment des petits bricolages. Ça va être soit faire un trou dans votre gouttière, soit la découper pour mettre un système de récupérateur. C'est pas cher payé pour les économies d'eau que vous allez faire. Enfin, c'est vraiment un système vraiment à avoir si vous pouvez avoir. J'ai une question de Chiffre Pascal. Quel paillage pour les rosiers? Enfin, quel paillage doit-on utiliser pour les rosiers? On peut utiliser tous les paillages. Alors, je sens que ça, c'est dû au fait qu'on dit que l'écorce de pin acidifie le sol. Il y a une étude à Paris qui a été faite, l'écorce de pin n'acidifie pas le sol. Ou alors, s'il acidifie, c'est vraiment mais minime. On peut utiliser du paillis de chanvre, on peut utiliser de la plaquette de hêtre, on peut utiliser de la paille, on peut utiliser du copeau de chêne, vous pouvez utiliser beaucoup de choses pour pailler les rosiers. Vous pouvez même utiliser, on n'a pas parlé, mais de tout ce qui va être paillage minéraux. Donc ça va être l'ardoise, ça va être la pouzzolane, vous allez pouvoir, pas mal de graviers décoratifs aussi peuvent servir de paillage. Bon, par contre, vous n'aurez pas autant d'effets bénéfiques, vous n'aurez pas l'effet bénéfique de la matière organique qui se décompose. Mais pour les rosiers, on peut utiliser tous les paillages qu'on peut imaginer. Après, c'est selon l'esthétique et ce qui vous plaît ou pas. Donc, mais il faut bien se mettre dans la tête que l'écorce de pin qui acidifie le sol, c'est une idée reçue qui a la vie dure. Autre question de Marine. Les oyas, est-ce que c'est des boules en terre cuite? Oui, ce sont des pots en terre cuite. Donc actuellement, on n'en a pas, donc je ne peux pas vous en montrer. Mais c'est quelque chose qui est relativement efficace. C'est un pot, c'est une petite amphore en terre cuite. Donc comme je vous dis, vous en avez deux types, à enterrer et à planter. Donc à planter, ça va plus être dans des petits pots ou dans des petites surfaces. Et à enterrer, vous avez des oyas de gros volume qui peuvent vraiment
alimenter pratique plus d'1 m² autour d'elles. Donc voir un arbre à proximité si elles sont plantées à proximité d'un arbre. Voilà, c'est vraiment des petites poteries qui ont une porosité maîtrisée. Donc c'est-à-dire qu'ils vont délivrer une quantité d'eau suffisante pour qu'une plante à côté ou même tout un ensemble de plantes puisse en profiter. Donc tout en économisant l'eau, c'est plutôt pas mal. Étant donné que c'est enterré, l'eau est moins soumise aux intempéries, au climat en général. Donc voilà. C'est bon. Donc on a fait à peu près le tour. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi pour aider votre plante, vous avez différents... tout à l'heure j'ai parlé des purins, je n'y suis pas vraiment attardé, mais vous avez différents purins. Alors les purins, ce sont des biostimulants. Alors, les biostimulants, c'est des produits qui vont agir en faveur de la plante, qui vont l'aider à aller mieux. En fait, vous avez par exemple, un des plus connus, c'est le purin d'ortie. Donc le purin d'ortie, c'est un excellent engrais foliaire. Donc il est un petit peu insectifuge, il est un petit peu fongicide, mais il est essentiel. Pour l'essentiel, c'est un engrais foliaire. Ensuite, vous avez la prêle. Donc le trio gagnant, c'est le prêle, ortie, consoude. Tout le monde les connaît, ceux-là. Donc la prêle, dans ce truc, c'est l'apport de silice. C'est le fongifuge fongicide du lot. La prêle, c'est vraiment ce que vous allez mettre pour éviter que votre plante tombe malade. C'est vraiment, vous avez un départ de milieu, vous avez un truc, vous mettez du purin de prêle. Vous pouvez mettre aussi du bicarbonate de soude. Tout ça, ça sera très très bien pour stopper une maladie. Donc le purin de prêle contient de la silice. La silice, c'est la vitamine C des plantes. Voilà. C'est vraiment, ça va booster la plante, ça va la rendre plus verte et elle sera bien mieux. La consoude, comme le dit son nom, c'est le cicatrisant universel et c'est un apport de potasse. L'ortie, c'est l'azote, la consoude, c'est le potasse. C'est la potasse. Donc la consoude aussi, le purin de consoude peut servir en tant qu'activateur de compost. Ça, il faut le savoir. Hop. Et vous avez aussi, vous avez plein d'autres purins. J'ai parlé du purin de fougère qui est un excellent insecticide général. Et vous avez le purin d'ail. Alors l'ail, que ce soit en décoction, en purin ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de relativement fantastique. C'est un insecticide insectifuge. Parce que l'odeur de l'ail, même pour nous, c'est pas agréable. Donc pour un insecte, c'est la même. Et en plus, c'est aussi un antifongique. Donc ça, le soufre en fait, le soufre contenu dans l'ail est un antifongique. Et ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors j'ai deux questions. Une de Nathalie qui demande si on peut, alors si j'ai bien compris, si on peut utiliser le compost pour le paillage. Oui, alors le compost, non. Ce qui va arriver avant le compost, oui. Si par exemple vous pouvez vous servir de la couche intermédiaire en paillage. Si jamais vous voyez que votre compost est engorgé, qu'il y en a beaucoup, enfin que votre composteur est engorgé, que vous avez, il est prêt à craquer, vous pouvez retirer la partie du milieu en fait qui est pas tout à fait décomposée mais presque, et vous pouvez l'utiliser en paillage. C'est pas très esthétique, mais c'est c'est vraiment génial en termes d'apport nutritif. En fait, le contenu qui est à moitié décomposé en fait va continuer à se décomposer en place, et vous pouvez l'utiliser en compost, enfin en paillage. Il n'y aura pas de souci. Et alors la deuxième question de Pascalinette, est-ce que c'est possible de mettre un Oya dans un potager? Mais tout à fait, c'est même recommandé. Vous avez des Oyas qui fonctionnent, qui peuvent en fait fournir de l'humidité 1 mètre à 1,20 m autour d'elles. Donc ça va être les gros modèles. Si vous pouvez en planter plusieurs à intervalles réguliers et faire votre potager autour. Ou alors si vous faites un potager carré, vous avez des systèmes de potager carré d'1,20 m par 1,20 m. Vous mettez votre Oya au milieu et toute la zone est irriguée. Donc c'est l'intérêt. Et alors une autre question, quel purin conseillez-vous pour un rosier, notamment avec des taches noires sur les feuilles? Alors les taches noires, c'est une maladie qui malheureusement ne peut être que stoppée, elle ne peut pas être éliminée. Donc vous pouvez l'arrêter. Alors malheureusement, là je vais plus vous conseiller d'aller voir en magasin pour trouver un traitement. Je ne peux pas vous donner de traitement en live. Ça va plus d'aller voir un magasin, mais en fait la maladie des taches noires c'est aussi environnemental.
c'est lié à l'endroit où se trouve la plante et c'est lié à son état de santé. Vous pouvez utiliser du purin avant l'arrivée de la maladie. Vous pouvez utiliser du purin de prêle et du purin d'ortie. Vous en mettez sur la plante dès le début et ça va être un préventif. Ça devrait éviter que la plante attrape les taches noires. Eh ben, moi j'ai pas d'autres questions Voilà. pour l'instant. Donc après, dites-vous bien que observer sa plante, aller passer dans votre jardin régulièrement, observer toutes vos plantes. N'hésitez pas à vous accroupir, à vous mettre à genoux, à regarder sous les feuilles. Ça peut vous éviter énormément de soucis. Reconnaître l'arrivée d'un ravageur, alors parfois ça peut être dur, parce que quand on parle de trips ou d'acariens, c'est des toutes petites bestioles qu'on ne voit pas forcément. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Vous avez des feuilles qui deviennent ternes, vous avez notamment le grand signe, c'est les feuilles qui collent. Quand vous avez des feuilles qui collent, vous pouvez pratiquement être sûr que vous avez un ravageur dans votre plante. Les feuilles qui collent, c'est du miella. Quand les feuilles deviennent noires, c'est un champignon qui s'appelle la fumagine qui se développe dessus. Donc, quand vous avez ce genre de symptômes sur vos plantes, vous savez que vous avez un problème. Et plus vous prenez les symptômes tôt, plus ça sera facile d'éliminer le ravageur. Ou d'agir avec une méthode douce, comme un purin, ou alors un auxiliaire de culture. Voilà. Donc j'espère que ce petit live vous aura été utile. Et si vous avez des questions à poser, je suis ouvert à toute question. Là, j'en ai pas. Bien. Ouais. Bon ben, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous avoir été utile et que vous allez pouvoir appliquer tout ça dans votre jardin. Bonne journée, au revoir. Terminer. Terminez les